une intervention de Sophie Victorien et de Marc Renville, qui travaillent sur le site, Marc Renville est fondateur du site Criminal Corpus, la base Hugo. Ils travaillent tous les deux pour le CNRS, ministère de la Justice. Donc, ils vont nous présenter cette base de recherche. Merci beaucoup. Et merci pour cette invitation à participer à vos travaux aujourd'hui. C'est toujours avec grand plaisir qu'on se déplace dans les services d'archives nationales, départementales. Parce qu'évidemment, étant historien, sans les archives, on ne peut pas faire grand-chose. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est effectivement dans la partie de cette journée d'études qui s'intitule donc Écrire l'histoire des lieux de justice et effectivement la plateforme Criminal Corpus qu'on a développée depuis maintenant bientôt 20 ans s'est préoccupée de cette question et je vais juste moi vous en rappeler un petit peu l'origine du projet, son développement et puis Sophie reviendra plus précisément sur un instrument de recherche collaborative qui je pense nous permettrait de travailler justement ensemble et qui a pour vocation de faire un inventaire du patrimoine judiciaire en France et puis d'ailleurs avec les pays qui voudraient bien contribuer aussi. On a commencé déjà quelques collaborations extérieures. Alors, comme je le disais, donc Criminal Corpus a bientôt 20 ans et l'origine du projet c'était en fait un projet de recherche collectif entre collègues sur on devait travailler sur finalement les origines de la criminologie française à la fin du XIXe siècle. Et dans ce projet, on avait en idée d'emblée de faire un petit peu ce que Robert Darnton avait présenté dans ses réflexions qu'il avait sur le livre, notamment sur le livre électronique, en disant qu'un jour peut-être, c'était un peu utopique, c'était dans la revue Le Débat, les historiens pourront proposer à la fois leur discours, développer leurs analyses et présenter en même temps les documents sur lesquels ils s'appuient. Et cette idée nous avait bien plu. Bon, c'était il y a 20 ans, donc Internet n'avait pas tout à fait la même physionomie qu'aujourd'hui. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, eh bien, il faut juste rappeler que Google n'était pas dominant, que les possibilités d'éditer n'étaient pas aussi simples que de nos jours, que les numérisations ne se faisaient pas en plein texte, mais se faisaient en mode image. Donc on faisait finalement des espèces de photocopies, et que les grandes questions qui se posaient, puisqu'en fait on était un groupe de recherche, de chercheurs, mais aussi d'archivistes et de bibliothécaires, on avait notamment un collègue à la BNF. La grande question a été de savoir si nos sources, on devait justement les numériser à grand coup en plein texte ou faire de l'indexation. Et comme on l'a rappelé depuis le début de cette matinée, de cette journée, l'indexation, ça a un coût en ressources humaines et en temps. Et cette question d'indexation, c'est de savoir jusqu'où on la pousse et pour qui on la fait. Et donc notre projet c'était de travailler sur la criminologie et de publier, de mettre en ligne à disposition la revue significative de cet essor de la criminologie qui s'appelle Les Archives de l'anthropologie criminelle, qui a été publiée en France de 1885 à 1914 et qui représentait à peu près 23 600 pages. Et cette revue elle était très souvent citée par les historiens, mais finalement, quand on a discuté avec les collègues, notamment de la bibliothèque de médecine de Paris, qui en a procédé une collection, on s'est aperçu qu'en France, il devait y avoir peut-être 2-3 collections complètes dans les archives publiques, pas plus. Donc, on a entrepris à numériser, et comme je le disais, la grande question a été de savoir comment on procédait. Et grâce à la BNF, en fait, finalement, on n'a pas mis le coup justement d'indexation qu'il fallait. Nos collègues nous ont dit référencez-la de manière relativement simple, et dans 4-5 ans, vous verrez, vous pourrez faire de l'OCR à moindre coût, et ça s'est effectivement vérifié. Donc parfois, ils vous mettent en retard pour payer un peu moins cher un progrès qui sera à moindre coût quelques années plus tard. En tout cas, on a lancé ce site donc en 2005. Et en 2005, on avait aussi une réflexion, un site pourquoi faire sur Internet. Si c'est pour parler à nos collègues, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Je rappelle aussi qu'il y a 20 ans, publier sur Internet, c'était quasiment vous faites mumuse, quand ferez-vous de l'histoire sérieuse? L'histoire sérieuse, c'était dans des revues qui sont lues effectivement doctement par les collègues, etc. Ce que l'on fait aussi. Mais nous, on voulait s'adresser également à un autre public que les collègues. On voulait s'adresser à un public, alors, on peut dire grand public entre guillemets, mais aussi un public de professionnels. Tu as les acteurs de la justice, les magistrats, les personnels pénitentiaires, les éducateurs, sont tous sur des professions
qui questionnent en termes d'identité professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais quand je suis surveillant d'une prison, qu'est-ce que je fais quand je suis magistrat ou que je m'occupe de gamins en situation de protection judiciaire. Et il y a une réelle appétence pour l'histoire dans ces communautés professionnelles. Donc on a voulu s'adresser à eux également. Et puis, comme je le disais, à un grand public, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sans ignorer que, et c'est là le défaut justement de la justice civile, que quand on parle au public de justice, évidemment, il voit tout de suite des grandes affaires criminelles. Et donc, on a considéré que pour nous, c'était un moyen aussi de parler au grand public, de l'attirer vers des questionnements sur la justice, puisque, au fond, la justice, c'est un petit peu comme la médecine, tout le monde a son petit avis sur soit la résolution de l'affaire, c'est tellement évident, pourquoi les magistrats n'ont pas compris, pourquoi les policiers n'ont pas arrêté la personne, ou en médecine, on sait très bien ce qu'on a, puis pourquoi le docteur, il se trompe. Donc, c'est des domaines dans lesquels il y a des discours spontanés, et pour les modifier, on pense aussi que la position d'expert, c'est-à-dire monsieur machin ou madame bidule, professeur de ceci ou cela, parle d'autorité et vous devez le croire, et ben ça ne marche plus dans la société dans laquelle on est, parce que les réseaux sociaux, etc., et que ce qui est intéressant, sinon la contre-attaque qu'on peut mener, du moins disons, pour éviter un langage guerrier qui est un peu lourd en ce moment, de tenir la position d'érudition n'était pas seulement de tenir en tant que personne, mais de tenir en tant qu'institution, de construire des corpus informés, fiabilisés, et qui permettent aux personnes qui vont sur Internet de faire la différence finalement entre aller sur Criminocorpus ou aller sur un compte Facebook privé qui prétendrait avoir la vérité sur telle ou telle affaire. Donc voilà un petit peu la philosophie du projet. Et donc on a publié en fin 2005 un site avec la revue, donc les archives dans le projet criminel, nos articles. Et puis aussi, très vite, on a eu l'intention de fonctionner par exposition, parce que là encore, c'était la Bibliothèque de médecine de Paris qui nous avait dit, en fait, nos fonds les plus regardés en ligne, c'est les images. C'est pas de dire il n'y a pas photo, il y a les textes qui sont regardés, mais ce qui explose vraiment tous les compteurs, c'est les images, c'est l'iconographie autour de l'histoire de la médecine. Donc on a pensé aussi qu'un bon moyen d'aller vers le grand public, c'était de travailler les images, de les travailler à travers des expositions. Et la première exposition que l'on a faite, c'était sur la peine de mort en France, à l'occasion de l'anniversaire de son abolition. Et on avait travaillé avec Jean-Claude Farcy, qui est un nom qui forcément vous parle dans les archives départementales, puisqu'il y a le Farcy, qui est le guide des archives judiciaires, qui, bien qu'il soit daté, reste quand même une référence pour tous ceux qui démarrent en histoire de la justice. Et bien avec Jean-Claude Farcy, on avait fait une exposition très longue, assez complexe sur le plan technique, mais qui reste aujourd'hui l'exposition la plus regardée. C'est-à-dire qu'on a pris un thème qui parle au grand public, mais lorsque les gens vont voir l'expo, moi je suis très content de voir qu'ils viennent parfois de sites ou de forums qui peuvent paraître douteux du point de vue des intentions spontanées des personnes qui les fréquentent. Mais par contre, quand ils arrivent chez nous, ils peuvent lire du Jean-Claude Farcy, et ça, c'est quand même un grand plaisir. Alors l'objectif, on en avait trois finalement, qui ont constitué et qui constituent toujours jusqu'à nos jours la politique éditoriale du site. C'est premièrement, donc, je l'ai quasiment dit, écrire pour un lectorat ouvert, c'est-à-dire ne pas utiliser le langage finalement qu'on a dans les revues d'histoire pointues pour essayer de toucher un grand public, sinon on discrimine, c'est évident. Réaliser ce qu'on appelle une édition hypermédia, c'est-à-dire profiter de tous les avantages que l'on a dans la mise en ligne, que ce ne soit pas simplement de la photocopie mise en ligne, mais que quand on a un récit historique qui se développe, on puisse y ajouter de l'image, du son, de la vidéo. Et puis également, une autre intention qui est de produire la cohérence du domaine, parce que comme on l'a déjà plus ou moins dit aussi dans cette journée, c'est qu'on n'est pas tant d'historiens sur la justice que ça. Il y a l'historien du droit, l'historien de la justice, mais au fond, c'est quand même pas un énorme domaine de l'histoire, et qu'il faut au moins essayer d'en assurer la cohérence et la visibilité en rassemblant finalement l'information. Et donc l'idée, c'est on a créé une revue également, donc, qui s'appelle Criminocorpus, revue hypermédia, et dans cette revue, on a des numéros thématiques que l'on ouvre régulièrement. Le premier a donc été sur la criminologie. On vient d'en lancer un appel à projet qui va nous intéresser, qui est la question du patrimoine sombre, du patrimoine judiciaire. Et nos numéros ont ces spécificités par rapport à une revue, je dirais, classique, qui ne se referme jamais. C'est-à-dire que quand on a ouvert un numéro, par exemple, sur l'histoire des bagnes, il y a donc maintenant un certain temps, et bien si on reçoit un article demain sur le sujet et qu'il est validé, il ira rejoindre le dossier sur l'histoire des bagnes. C'est comme ça qu'on peut commencer des dossiers à 3-4 articles et qu'on se retrouve ensuite à 20 à 25 articles, ce qui illustre bien, je trouve, le cumul du savoir et la possibilité de faire cohérence dans le domaine.
Et puis on a eu une évolution majeure en 2016, c'est qu'on a transformé notre site principal, qui jusqu'ici s'appelait un portail, en musée. Musée d'histoire de la justice, donc des crimes et des peines, comme vous le voyez là, c'est la page d'accueil. Alors pourquoi on a fait ça? C'est qu'en fait, depuis pas mal de temps, les historiens de la justice se disent que ce serait bien d'avoir un musée de la justice en France, et on n'est pas les seuls à le penser. D'ailleurs, il y a des velléités pour en créer qui reviennent régulièrement. Alors c'est pas qu'on manque de musées sur des secteurs du judiciaire, mais ces musées sont institutionnalisés d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'ils ne prennent qu'un bout de la chaîne pénale. Par exemple, on a bien un musée de la gendarmerie à Melun, on a un musée de la police à Paris, on a un musée de la protection judiciaire de la jeunesse, on a un musée à l'école d'administration pénitentiaire, mais chacun s'occupe en fait en gros de son domaine administratif, et si on explique ça au public qui ne connaît pas cette sectorisation, ils vont dire moi je ne comprends pas bien quoi, finalement, pourquoi la police, la gendarmerie, tout ça, ça ne participe pas de bon. Donc nous ce qu'on souhaite aussi par cette première pierre virtuelle, c'est montrer que ce domaine doit fonctionner ensemble, est cohérent et doit s'articuler, et que peut-être un jour, si un musée effectivement de la justice se met en place, eh bien au moins on pourra travailler avec eux, alors avec un certain nombre de contenus. Alors on l'a organisé en 5 sections, et ça aussi c'est un problème que je cite en passant. Vous, dans les archives, vous avez des problèmes de volumétrie et de classement et de visibilité ensuite des contenus. Je dirais que finalement, quand on a un site, très vite on affronte les mêmes problèmes, parce qu'en plus, finalement, nous n'avons qu'un écran pour vous montrer tout le contenu, quoi. Et c'est une vraie question qui est rarement posée quand on crée des sites, c'est comment on organise le contenu, comment on donne accès à l'information, qu'est-ce que l'on montre en première ligne, qu'est-ce que l'on montre en seconde ligne, qu'est-ce que l'on rend invisible ou seulement accessible par les moteurs de recherche. Et nous, ça fait 10 ans qu'on se pose ces questions. On a commencé à travailler il y a 2-3 ans avec une personne spécialiste d'ergonomie cognitive, c'est-à-dire qui analyse finalement la trajectoire que fait une personne quand elle va chercher une information, ce qui nous aide beaucoup, mais on n'a pas de solution miracle finalement pour se déterminer. Et pour l'instant, donc, nous avons 5 sections, donc des expositions, des visites, une bibliothèque, des repères et des outils, qui s'adressent pas forcément exactement au même public. Donc les expositions, on en a en fait actuellement une cinquantaine. Le module, on l'a modifié très récemment avec pour le coup aussi un coût éditorial assez important, parce que nos expositions, on doit toutes les refaire. On ne peut pas les transposer comme ça de l'ancien module au nouveau. Donc vous voyez, elles sont classées par thématique, les affaires judiciaires, arrêt média, bail, droit, peine de mort, police, prison. Bon, si je prends, je l'ai cité tout à l'heure, celle sur la peine de mort, la voilà, avec Jean-Claude. Donc il y a une petite introduction avec une présentation vidéo également. Vous avez un plan de l'exposition ici, avec des vignettes, et puis quand vous rentrez dans le plan, je vais prendre la partie des condamnés à mort, vous pouvez taper soit directement dans un point précis dans le plan, soit reculer ici. Bon, la connexion est un tout petit peu lente, mais ça va fonctionner quand même. Et on a pris le parti donc, de faire des expositions avec des chapitres organisés en paragraphes qui sont eux-mêmes, présentent eux-mêmes à la fois soit de l'iconographie, soit des contenus comme ça. Et on a un défilement vertical alors qu'avant on avait une lecture de gauche à droite. Voilà. Et donc, comme Criminocorpus, j'ai oublié de le préciser, n'est pas une émanation d'un laboratoire, tous nos contenus, quasiment tous nos contenus, émanent de partenariats en fait. Donc là, vous avez des documents qui venaient à l'époque du musée des prisons, de la préfecture de police de Paris, et nous travaillons également, j'y reviendrai, avec c'est une spécificité avec les collectionneurs privés, qui sont un public qui s'intéresse à l'histoire de la justice assez particulier, et qui nécessite, je dirais, une approche très individuelle, individualisée de chacune des personnes avec ses propres centres d'intérêt. Ensuite, on a développé une seconde section qui s'intitule donc Visite et qui propose des visites de lieux de justice. Pourquoi c'est bloqué là? On a commencé par faire notre idée était là de faire participer les visiteurs, enfin les visiteurs du site, à des visites de lieux qui ne soient pas orientés, qui n'est pas une position militante. C'est pas qu'on a quelque chose contre le militantisme, mais c'est juste que c'est pas notre objet sur le site.
puisque ce qu'on veut, c'est développer une information relativement, entre guillemets, objective. Et donc, on a proposé une première visite de ce qu'était l'ancienne maison d'arrêt du Havre, avec cette spécificité que notre objectif n'est pas de les visiter quand elles sont vides, mais de les présenter lorsqu'elles sont encore actives, avec des détenus. Pourquoi? Parce que l'intérêt de ces prisons actives, c'est qu'elles présentent notamment un paysage sonore que l'on perd totalement, évidemment, quand elles sont évacuées. Et le paysage sonore varie beaucoup selon les types d'établissements, les petits établissements en forme de nef, des établissements beaucoup plus compartimentés, des établissements où on impose le silence, des établissements où au contraire ça fonctionne porte ouverte. Donc toutes ces variations sont importantes et malheureusement on ne peut pas les retrouver dans les archives papier, sauf à avoir des incidents évidemment. Donc voilà pour la première prison. Et la deuxième, elle est plus connue évidemment. Alors la maison d'arrêt du Havre a été rasée, donc c'est devenu un document évidemment relativement irremplaçable. La prison de la santé n'a pas été rasée, mais elle a été réappropriée, comme vous savez sûrement, il y a quelques années, et donc on a pu là filmer ici cet établissement là qui est d'ailleurs particulier parce qu'en fait elle est vraiment divisée en deux. On a une prison en croix en bas, puis une prison en forme de polygone en haut. Et on a également filmé dans des palais de justice. Donc on a filmé le palais de justice de Paris, l'ancien, qui est un vrai labyrinthe qui est extrêmement compliqué, compartimenté. Et puis un palais de justice qui est peut-être plus simple en appréhension, je dirais, de taille humaine, c'est le palais de justice de Rouen. Et on a fait des entretiens également avec les personnels, là aussi, pour qu'ils présentent un peu les métiers et leurs fonctions. Donc il y a une dimension également pédagogique dans ces visites. Ensuite, on a quelque chose qui peut paraître plus classique, évidemment, qui est une bibliothèque numérique. Alors là, l'objectif, c'est pas du tout de faire concurrence à la BNF ou quoi que ce soit, on s'est positionné en complément. Et donc, dans cette bibliothèque, nous avons soit des contenus qui viennent d'autres lieux de conservation qui nous ont confié la numérisation et l'exposition, notamment dans Gallica, parce que depuis peu, on a un entrepôt qui nous permet d'exposer nos contenus dans Gallica. Donc, tout n'est pas dans Gallica, mais un certain nombre de contenus qui sont complémentaires de Gallica sont accessibles à partir de Gallica. On a à peu près 2000 documents. Et quand on parle de documents, en fait, ça peut être des têtes de série, par exemple des revues. Gallica ne prend pas l'article, il prend la revue complète. Donc vous avez là les archives de l'anthropologie criminelle, c'est la première revue qu'on a mise en ligne, mais aussi des contenus qui relèvent de la littérature grise, comme sur les archives du bagne, les rapports annuels qui étaient faits sur le bagne, les rapports annuels de l'administration pénitentiaire, les rapports annuels de l'éducation surveillée, et puis des documents peut-être plus ponctuels sur des cartes postales, des choses sur les faits divers aussi, deux revues importantes quand même, le Police Magazine et Détective, toute la collection de Détective avant 1940, qui était en dépôt à la BILIPO, la Bibliothèque des littératures policières, sont en ligne sur le site. Et puis j'ai cité tout à l'heure des collections privées. Je vais vous présenter toute la plus importante que l'on ait, parce qu'on a travaillé longtemps avec Philippe Zumroff, donc, qui a eu la gentillesse de nous permettre de numériser une grande partie de cette bibliothèque, en tout cas les documents qui nous intéressaient le plus. Et là, je vois que la réactivité n'est pas... Mais ça peut être aussi... oui, c'est ça, je pense que le site est sur la médiation, effectivement. Et tout à l'heure, on a eu la présentation justement d'un document, vous vous souvenez, le procès d'Arvaillac. En fait, c'est une copie du procès qui est en ligne sur Criminal-Corpus et qui appartenait à la collection de Philippe Zumroff. Donc, vous avez des documents rares comme ça, puis vous avez ça peut aller jusqu'à des photographies d'affaires contemporaines qui d'ailleurs nous posent des questions que vous vous posez aussi certainement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut mettre en ligne, qu'est-ce que l'on doit retenir, et nous typiquement, quand c'est des scènes de corps violentés, on ne les met pas en ligne tout simplement parce qu'on ne sait pas qui les reçoit et comment ça peut être perçu. Voilà. Ensuite, nous avons donc en plus de la bibliothèque ce qu'on appelle des repères. Donc les repères, là, on rentre quand même plus dans des objets, dans des instruments qui peuvent intéresser les archivistes, les chercheurs, les historiens. On a d'une part des corpus législatifs, je vais plus vite que le site, donc c'est bien. À vous le présenter là. Donc notamment deux corpus législatifs intéressants, qui sont le premier relatif à l'enfance délinquante, donc la fameuse ordonnance de 1945, qui régit de cette manière durant la période contemporaine la justice des mineurs, et on a mis en ligne
toutes les versions du texte de son origine, du texte original à nos jours. Et ça vous permet d'interroger cette base de données à un instant T, de dire quel était l'état de l'ordonnance, je ne sais pas, au 10 décembre 1956. Ça vous permet également de faire des recherches sur l'évolution d'un article. C'est-à-dire si vous demandez un article précis sur une base de données, la base de données va vous sortir le PDF avec en rouge barré ce qui a été supprimé de la version précédente et en vert, s'il y a lieu, ce qui a été ajouté. C'est un moyen de faciliter les dépouillements, évidemment, qui est précieux. Et on a la même chose pour le Code civil de 1804 à 2004. Donc pareil, toutes les versions du Code civil et la possibilité de vérifier l'évolution d'un article précis sur une durée de temps donné. Ensuite, on a des chronologies. Alors ça, c'est typiquement des outils qu'on n'avait pas l'intention de développer particulièrement. On trouvait que c'était, excusez-moi l'expression, un peu bateau de faire des chronologies sur des thèmes donnés. Et en réalité, la première chronologie que l'on a fait, qui était sur la relégation, la déportation et la transportation, donc qui sont 3 modalités de peine d'exil outre-mer, a été très regardée. Et on a compris que ça correspondait à un besoin, finalement, d'avoir des dates fiables, des intitulés de textes de loi vérifiés. Ça peut intéresser pas mal de monde. Et on a continué comme ça à développer les chronologies. Donc on en a sur la récidive, on en a une, je crois que c'est lent, là, sur une chronologie du droit des femmes en France, de la Révolution française à nos jours. On en a aussi sur la justice des mineurs, sur l'histoire des... Alors, voilà, donc je vais pouvoir quand même le regarder un petit peu. Vous voyez, donc typiquement, vous avez les dates, vous avez les textes de loi, et puis une rapide analyse de à quoi correspond le texte. Et si vous le souhaitez, si je clique là, je ne vais pas le faire, vous avez accès au texte de loi. Donc soit c'est sur Légifrance pour les périodes les plus récentes, soit ce sont des textes qui ont été retranscrits pour les périodes les plus anciennes. Dans les repères, vous avez aussi quelques affaires criminelles, mais ça c'est ponctuel. Les lieux de justice, je ne vais pas en parler puisque Sophie va développer avec l'outil du haut, si je veux. On en a combien de temps? S'il vous plaît, Mathieu. Il reste un quart d'heure. Tu avais dit 3 minutes. Un gros quart d'heure, alors. Non, mais j'ai juste les citer là. Il y a aussi également la biographie d'Histoire de la justice de Jean-Claude Farcy, qui compte 67 000 références, et qui nous pose des problèmes de mise à jour, mais on envisage très sérieusement quand même de la mettre à jour pour ce qui est des travaux historiques de 2011 à 2022 maintenant. On a quelques bases de données sur des contenus précis, on a le guide des archives qu'on a remis en ligne, et on a également quelques sources judiciaires commentées qui relèvent plutôt d'une intention pédagogique sur la présentation des sources et qui pourraient être complétées. Voilà, j'ai terminé. Pardon? Et la transition? Bah oui, c'est vrai. Alors la phrase de transition. Non, je plaisante. Depuis le début donc, du site, progressivement et de plus en plus fortement, on s'est intéressé aux lieux de justice. Pourquoi? Parce que dans cette idée d'aller justement vers le public, de l'accrocher sur quelque chose, on a compris que les grandes affaires criminelles, c'était pas très compétent de France, ça les attirait, que la question des peines de mort, le bagne, la prison, ça intéressait, mais aussi, nous avons tous un intérêt aussi pour notre territoire, pour le lieu où on habite, et très souvent, la visibilité des lieux de justice n'est pas si évidente. Pour les palais de justice, ça va encore, mais on en ferme de plus en plus, et donc les petits palais de justice en centre-ville sont de moins en moins actifs, donc on a de moins en moins de rapports directs avec eux, puis les prisons, c'est pareil, ça ne se visite pas vraiment, les prisons. Donc notre idée a été de travailler ces lieux de justice, de les rendre plus visibles, à travers notamment des traces aussi de vie qu'on peut y trouver, par exemple les graffitis qui n'ont pas été, qui sont récemment travaillés par les historiens, et puis finalement d'en faire un inventaire. Donc on a commencé cet inventaire dans le cadre d'un projet de recherche régional qui avait été initié par Jean-Claude Vimont, professeur à l'université de Rouen, qui a beaucoup travaillé sur l'histoire pénale, sur l'histoire de la prison politique, et qui était très intéressé finalement à se déplacer de lieu en lieu pour aller voir les établissements. On a notamment filmé la maison d'arrêt de Caen et filmé au château de Gaillon, qui est un château qui a été une prison au XIXe siècle. Et petit à petit, on a eu l'idée donc de faire un inventaire, de proposer un outil, en tout cas, avec les archives nationales notamment, un outil qui soit collaboratif, qui soit évolutif pour procéder à cet inventaire et donner une visibilité à ces lieux de justice, soit actifs, soit passifs. C'est aussi la condition.
Merci. Sophie, il faut prendre l'autre micro. Ah. Parce que je pense que celui-ci n'a plus de pile. Il a plus de pile. Non, je vais le faire. Non, c'est parce que... Parce qu'elle ne connaît pas le site, en fait. Donc... Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Non. Le micro marche. Oui, voilà, ça y est, ça marche. Oui, donc Marc a fait une habile transition en évoquant notamment Jean-Claude Vimont pour montrer un petit peu notre intérêt sur le patrimoine des lieux de justice. Et c'est vrai que au départ, c'est Jean-Claude Vimont un petit peu qui nous a poussé dans ces établissements, dans les prisons. Et c'est vrai qu'on a un souvenir de la visite de la prison de la Santé avec Jean-Claude. Voilà, très, comment dire... On n'arrive pas à le sortir. Voilà, on n'arrivait pas à le sortir de la prison en fait. Il était complètement fasciné par les lieux, par des détails. Jean-Lucien Sanchez aussi, on garde un souvenir très fort. C'est vrai qu'il a attiré notre attention même sur les graffitis, sur des petites choses en fait. Et c'est vrai qu'il nous a vraiment ouvert les yeux sur ces questions-là. Et donc, Jean-Claude Vimont avait initié un projet de recherche régionale où il avait entrepris de visiter tous les lieux liés à la justice en Normandie. Et là, on s'est dit, ça ne va pas être possible de tout visiter, ça ne va pas être possible de tout filmer, parce qu'il voulait filmer aussi, bien sûr, faire des visites virtuelles, enfin bon, voilà. Donc là, on s'est dit, ça va être très très compliqué. En plus, il a eu la mauvaise idée de décéder, donc il a fallu qu'on prenne le relais du projet. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va faire quelques visites, mais on va faire une base de données pour recenser ces lieux, d'abord en Normandie, puis au niveau national. Donc, on a mis en place une base de données classique sur FileMaker Pro. Vraiment, c'était pour tester les champs. Il fallait dans un premier temps tester les champs qui nous intéressaient, les listes d'autorité, enfin tout ce que vous connaissez aussi également. Et l'idée, c'était de mettre en place une base de données qui soit ensuite mise en ligne, à disposition de tous. Une base de données participative et collaborative, avec toutefois des chercheurs derrière pour vérifier les informations. Donc cette base de données, il n'est pas possible d'informer, comme dans Wikipédia, tout de suite les notices, de créer des notices. Il faut bien sûr, je vous montrerai après, passer par nous, parce que bien sûr, nous, il faut qu'on vérifie toutes les informations qui peuvent être mises en ligne. Et d'ailleurs, chaque notice comporte le nom d'un référent et des contributeurs. Donc tout est très clair. Donc de 2016 à 2017, on a testé tous ces champs. On a essayé de voir ce qui était le plus approprié aussi en termes de dénomination, etc. On s'est entouré de personnes aussi avec des formations diverses. Alors, on a travaillé avec Jean-Lucien Sanchez, qui est aussi historien de la justice, mais aussi avec une historienne du droit, Hélène Dufuller-Vial. On a travaillé aussi avec Caroline Sopelsa, historienne de l'art. Et donc, ensemble, on a essayé de voir comment on pouvait vraiment mettre en place cette base de données, quelles étaient donc ces fameuses listes d'autorité importantes, parce que c'est vrai que on s'est un peu cassé les dents des fois sur les dénominations des établissements, et on voit qu'au cours du temps, des fois un même établissement va avoir un nom différent, alors que bon, les fonctions sont quasiment identiques. Sur les fonctions, on s'est vraiment posé beaucoup de questions. Voilà. Ensuite, du coup, on a mis en ligne en mars 2017 la base de données. Elle a été ouverte en mai, je crois, à la participation de tous en mai 2017. Alors, pour tout vous dire, la plupart des notices sont mises en ligne plutôt par nous ou par des collègues, par des personnes de connaissance, mais on n'a pas non plus beaucoup de participation. C'est vraiment très, très, très ponctuel. Là, on a plusieurs dizaines de propositions de création de notices que nous devons après reprendre, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, on sèche un peu sur le côté participatif. Alors, surtout, n'hésitez pas si vous avez des informations. Après, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être même juste de la photo. C'est pas, voilà, si la notice est déjà créée, ça peut être juste une photographie, ça peut être des informations complémentaires, des dates, des noms de personnes liées à l'établissement. Nous, on est tout à fait preneurs parce que, dans un premier temps, ce qu'on a fait avec les archives nationales
et les collègues qui étaient dans l'équipe, c'est de créer un maximum de fiches pour justement susciter l'envie de compléter aussi ces fiches. Donc c'est pour ça qu'on a pour l'instant, je ne sais plus, 300 et quelques fiches, mais elles ne sont pas toutes complètes. Donc elles sont complètes à des... Elles sont complètes à des, comment dire, à des niveaux différents, en fait. Donc des fois, il me manque beaucoup de choses. J'arrive pas du tout à cliquer. Il voit que je travaille sur Mac, c'est pour ça. Donc voilà à quoi ressemble la base de données. Donc vous pouvez y accéder à partir du site Criminal Corpus. Donc on l'a appelé Hugo, patrimoine des lieux de justice. La base de données, donc, voilà, il y a 352 notices. C'est assez long en fait de faire une notice, donc c'est pour ça que je vous disais, même si vous avez des informations pour compléter les notices, c'est très bien aussi, hein, parce que nous à chaque fois qu'on reçoit une notice, il faut qu'on vérifie, qu'on complète, enfin c'est assez long. La base de données Hugo, donc, elle est accessible bien sûr gratuitement, et vous pouvez accéder aux lieux, donc à 352 notices pour l'instant, de manière différente. Alors vous avez différents modes de recherche. Vous avez un mode de recherche libre, vous voyez, avec un champ tout simple, vous tapez le nom du lieu, ça peut être aussi un mot-clé, etc. Vous pouvez chercher à proximité, donc si vous acceptez d'être localisé, donc ça peut être intéressant de voir autour de vous s'il y a des lieux qui ont été intégrés dans la base. Vous pouvez aussi donc, entrer dans la base de données à partir de la carte. Donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé autre chose que Google Maps, hein, désolé. Et donc à chaque fois, vous avez le nombre selon les lieux, le nombre d'établissements référencés dans la base. Vous pouvez aussi avoir... On va essayer là. On propose aussi une recherche avancée, mais qui n'est pas tant utilisée que ça, où vous pouvez affiner vos recherches avec la région, le département, commune, pays, le nom du lieu, le type de lieu. Voilà, lieu de peine ou lieu de justice. Donc on a distingué les deux, alors des fois c'est pas toujours évident. Et les deux donc en fait sont aussi distingués visuellement dans les notices par un petit logo différent. Donc un logo rouge pour les lieux de justice, un logo noir, c'est un peu classique hein, pour les lieux de peine. Voilà. Voilà. Et oui, après, je veux bien revenir en arrière. Et puis, donc, après, vous avez différents champs que vous pouvez croiser pour affiner vos recherches. Ce travail, ouais. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble une fiche. Alors, au hasard, on va prendre Amiens. C'est bien. C'est un très bon choix, mais vous allez voir que vous avez du travail. On n'est pas mis pour rien. Ben voilà, un petit avenir, on s'est déplacé quand même depuis longtemps. C'est très loin. Oui, alors vous allez voir, on a un monument seulement. Désolé, hein, on ne vous fait pas honneur. Donc c'est le palais de justice d'Amiens. Et en plus, c'est même pas vos photos. Donc c'est pour ça que je vous disais, il va falloir que aussi je penche un peu plus sur votre base. Et on verra comment on peut ajouter les images. Donc voilà à quoi ressemble une notice. Alors, comme je vous le disais, à chaque fois, vous avez le nom de l'établissement, un petit logo donc, qui représente, là pour le coup, un lieu de justice, donc un logo rouge, le nom du référent ou des référents, la date de publication de la notice, la date de dernière modification, et le nom des contributeurs. Donc à chaque fois que quelqu'un nous ajoute une information, que l'on vérifie bien sûr, on ajoute le nom de la personne, sauf si elle veut rester anonyme. Voilà. Chaque fiche débute de la même manière avec un petit carrousel d'images. Donc vous pouvez faire défiler avec à chaque fois, bien entendu, nous sommes historiens, une légende, les crédits aussi, ça aussi, on pense à nos partenaires. Et donc vous pouvez faire défiler un petit carrousel. Alors on a limité, quand c'est une base de données, le nom d'image à 10 images, parce que sinon ça va alourdir trop la base de données. Et si vraiment on a un fonds important d'images, on peut le basculer dans une collection dans la bibliothèque numérique et faire un lien depuis la notice vers la collection. Vous avez donc une petite carte qui rappelle où est localisé le lieu, donc là il faudrait zoomer, mais j'ose pas le faire. Je
J'ai peur que ça ralentit. Voilà. Vous voyez pas où elle vient. Oui, vous connaissez un petit peu, je pense. Hein. Avec l'adresse du lieu, si le lieu est ouvert au public ou non. Voilà. Ensuite, l'identité. Donc, ce qu'on a appelé l'identité. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup discuté des noms, c'est pas vraiment très délicat. Donc, la localisation exacte. S'il y a un site internet lié au lieu, on a aussi des lieux qui ont été reconvertis aussi, hein, des lieux de peine ou de justice. D'ailleurs, je pense à Nantes, par exemple, le Belle Justice est devenu un hôtel, hein, si je me souviens bien. Les dates de construction, la période de fonctionnement, donc c'est complètement différent aussi. Hein. En quelques lignes, les particularités du lieu, hein, sur son histoire, son statut patrimonial, la référence mérimée, donc on peut cliquer dessus et aller consulter la petite notice mérimée, et les fonctions, les différentes fonctions qui se sont succédées donc, pour le site. Voilà rapidement. Ensuite, les dates clés liées au site. Voilà. Donc toujours, l'idée c'est aussi de résumer au maximum, hein, ça reste des notices pour susciter l'envie d'en savoir davantage sur ces lieux, on est bien dans un inventaire. Donc les principales dates, alors après on peut toujours compléter, nous dire dans quelle date, et avec plaisir on l'ajoutera. Donc des dates liées à la vie de l'établissement, hein, donc ça peut être sur la construction, mais ça peut être un procès retentissant, enfin voilà, ça peut être plusieurs choses comme ça. Je vous en ai le temps. Ensuite, nous avons les personnes liées à l'établissement. Donc là, en l'occurrence, ce sont les architectes, mais ça peut être des magistrats connus. Pour les prisons, on a aussi parfois des prisonniers un peu célèbres. Donc voilà. Et donc ces personnes-là, justement, à chaque fois, je vais peut-être prendre le deuxième, c'est un peu plus développé. Voilà, vous avez donc les dates, le statut de la personne, une courte biographie, hein, donc toujours l'idée de résumer hein, brièvement, et quelques conseils de lecture complémentaires. Donc des notices très très courtes, mais qui permettent aussi d'avoir quelques informations rapidement. Et enfin, les ressources. Alors là aussi, il va falloir que je complète, parce qu'il manque des ressources, notamment des archives départementales. Là, pour l'instant, ce sont que des ressources bibliographiques, mais à chaque fois, les ressources, on met donc les ressources des archives nationales, départementales, des conseils bibliographiques, et ce que nous pouvons avoir sur Criminocorpus en lien avec l'établissement. Donc voilà pour une présentation rapide de Hugo. Donc vous voyez à quoi ça correspond. Donc surtout n'hésitez pas à participer parce que le principe c'est vraiment ça, c'est d'avoir un outil où chacun peut ajouter une information, hein, soit créer une notice parce qu'on a tous dans nos recherches des prises de notes sur des établissements, sur un bout de papier ou dans un fichier de l'ordinateur. Et donc ça peut être valorisé grâce à la base de données. Et après, si toutes les informations ne sont pas là, ce n'est pas grave puisque c'est quelque chose qui peut être alimenté en continu. Donc toute personne qui souhaite le faire peut contribuer à Criminocorpus. Donc vous avez un petit lien ici pour envoyer une information. Sinon vous nous écrivez directement à la rédaction. Il y a un petit guide de saisie, d'aide à la saisie des informations que nous avons constituées, qui est téléchargeable sur le site Criminocorpus. Et donc il est possible soit de compléter, donc, comme je disais, un lieu qui est déjà en ligne, soit de créer un nouveau lieu, de nous proposer de créer un nouveau lieu, une nouvelle notice. Voilà, donc en conclusion, vous voyez, donc on a là pour l'instant 352 notices, plus de 950 dates clés, plus de 300 fiches personnes et plus de 730 images quand même. Alors c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois, mais bon, il faut savoir qu'on est quand même une petite équipe. Hein, les équipes de Criminocorpus, c'est 5 personnes. Hein, donc on avait 2 déjà devant vous, mais c'est vrai que les 2 qui participent vraiment. Après, on a aussi un comité de rédaction, etc. Mais les 2 qui vraiment peuvent mettre en ligne les notices. Donc c'est pour ça que nous, on souhaiterait vraiment développer davantage les collaborations et les partenariats. Donc on est déjà en partenariat avec les archives nationales, avec le Musée national de l'éducation,
Et on a aussi développé des collaborations avec des archives départementales, je pense aux archives départementales de l'Ain, c'est ça, qui a produit des notices. Mais parfois, voilà, les archives vont nous fournir juste des images, des choses comme ça. Et puis on développe aussi des collaborations avec des enseignants-chercheurs, comme Diane Roussel, qui est à l'université de Gustave Eiffel, qui a fait travailler ses étudiants de master sur des établissements. Et donc nous a fourni les notices qu'elle avait bien sûr relues préalablement, mais dans le cadre d'un séminaire de master, c'est quelque chose qui est tout à fait possible d'envisager, en lien avec les archives départementales, justement pour faire venir les étudiants. Voilà. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est de développer des partenariats avec des chercheurs qui travaillent parfois à la marge, parfois à la frontière de ces recherches sur le patrimoine. Et donc je pense notamment aussi à Martine Charaja et Mathieu Vivas, qui est à l'université de Lille, qui travaille sur les fourches patibulaires au Moyen-Âge. Alors c'est vrai qu'on s'était posé la question, est-ce que ça fait partie de la base de données ou pas? Et puis on s'est dit, c'est vrai que ça fait partie des lieux de peine, et comme les autres. Et c'est vrai que du coup, on a intégré, alors on a un comité scientifique, où on débat justement de la pertinence de faire entrer telle ou telle thématique dans la base, tel ou tel lieu. Mais voilà, donc c'est aussi l'intérêt, c'est de valoriser aussi des lieux qui sont un peu hors des sentiers battus, en fait, en quelque sorte. Là, je vais vous montrer la petite notice, une des notices que Mathieu a pu nous faire. Voilà. Là, merci. Et donc, voilà, donc faire découvrir aussi des lieux un petit peu originaux, comme ici, donc vous voyez ces fameuses fourches patibulaires où étaient pendus les condamnés à mort et donc où ils étaient exécutés et laissés plusieurs jours à la vue de tous. Donc voilà. Donc l'idée c'est de valoriser des recherches, mais aussi de susciter des recherches autour de cette base de données. On ne va rester qu'une base de données, on veut aussi donner envie d'aller plus loin sur des lieux, sur la question du patrimoine judiciaire aussi. Et c'est pour ça que Marc a travaillé à plusieurs reprises aussi, notamment avec la revue In Situ, sur des numéros autour du patrimoine judiciaire. Moi j'avais pour Histoire pénitentiaire aussi, et avec Jean-Lucien Sanchez, on avait travaillé aussi sur ces questions-là. Et là on va publier un nouvel appel à contribution pour la revue Criminocorpus autour du patrimoine judiciaire, mais dans l'optique de justement, comment dire, de se questionner sur la question de la mémoire de ce patrimoine, et puis sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire pas simplement les lieux de justice, mais aussi les objets, la mémoire, les mémoires professionnelles, etc. Donc on fera circuler parvenir cet appel à contribution, et ce sera avec plaisir qu'on étudiera vos contributions. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très très intéressante, et j'étais en train de réfléchir. Je pense que dans la salle il y a déjà 8 personnes qui pourraient contribuer à cette base. Voilà, on va se retrouver un petit peu partout, mais sur toute époque. Je note les noms.